Salut les amis, salut petit loup. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Z50 de façon un petit peu plus approfondie que dans ma dernière vidéo sur le sujet. A tout de suite. Salut les amis. Alors il y a une petite chose que j'avais pas forcément passé sous silence, mais qui m'avait bien séduit lorsque j'avais testé ce petit boîtier il y a quelque temps de cela. C'était de faire des vidéos sympa sans avoir à rentrer dans les détails des réglages de façon approfondie. Je vous dis de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Une première chose, je vais scinder cette vidéo. La première, les pour, la seconde, les contre, et puis je ferai une troisième partie concernant les réglages à faire pour optimiser les réglages de son icône. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un truc que j'ai cherché pendant plus d'une semaine, et c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma compagne. Allez, on est parti. Alors, la toute première chose qui m'a séduit, c'est bien évidemment de faire des vidéos comme ça, crac, et sans avoir un apport en lumière spécifique, faire quand même malgré tout de bonnes vidéos. Son poids aussi m'a surpris dans la mesure où effectivement il fait 431 grammes, donc c'est un poids plume, objectif compris, me semble-t-il, non 531 grammes, il fait 531 grammes, mais c'est peanuts, c'est-à-dire quand on voit la qualité des vidéos, des photos, etc. dans un si petit encombrement, on est surpris. Mon GH5 qui était déjà pas très gros et pas très lourd, eh bien a été battu à plat de couture. Gros avantage, c'est en mode live view, c'est le suivi de l'œil. Ça c'est absolument génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous en parlerai un petit peu après d'ailleurs. La prise en compte du contre-jour. Il l'a fait en automatique. Là, j'en avais parlé à une amie en disant tiens, il y a le Z50 qui est sorti, il est tout petit, etc. etc. Et en lui faisant voir, eh bien, effectivement, elle était en contre-jour. Et lorsque je lui ai fait voir l'écran de contrôle de mon Ninja, eh bien, elle était parfaitement bien exposée. Et là, je me suis dit waouh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Le petit carré rouge passe au vert quand la mise au point est nette. Ça, c'est intéressant. Dans le viseur, on arrive à avoir le suivi de l'œil. Dans le viseur, ça aussi, c'est super sympa. Au départ, j'ai cru que c'était simplement avec le Live View, mais non, pas du tout. En plus, qui plus est, quand on appuie sur le bouton I, on arrive à avoir les différentes options de réglage de l'autofocus. Là c'est automatique pour avoir le suivi de l'œil, et donc là on l'a dans le viseur pendant qu'on est en train de faire des photos, c'est super sympa. La molette des dioptries qui est présente, un peu ferme, mais bon on va dire c'est un peu normal, hein. La molette pour choisir ses automatismes, relativement souple et douce, ça j'ai bien aimé. Le fait qu'il utilise des cartes SD, alors que sur le Z6 et le Z7, c'est des XQD. Donc à un moment donné, je me suis penché sur le cas du Z6, et je me suis dit, le Z6 est pas mal. Et puis, il y a un truc qui était dans les moins bien, à un moment donné, c'était que les ISO étaient en automatique constamment. Et là, je dois dire que Nikon s'est vraiment pas cassé le cul à implémenter une information sur le système, parce que à un moment donné, quand même, l'exposition, c'est les ISO, le triangle d'exposition, c'est les ISO, les diaphragmes et les vitesses. Si on n'a pas d'informations sur comment changer ces ISO, on a beau avoir un petit bouton ISO, la commande n'est pas aisée à trouver pour passer en ISO normal. Je trouve ça inadmissible de la part de Nikon
qui se la ouais, écoutez, je vous implémente ça et puis vous vous débrouillerez avec la commande pour y arriver. Hein. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et je vous donnerai après l'astuce pour y arriver. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'astuce. Alors, dans les moins bien, c'est une nouvelle batterie, une nouvelle encore. Ça, c'est pas terrible. L'écran qui se rabat à 180 degrés au lieu de se rabattre de façon latérale comme le GH5. La carte SD qui se retrouve dans le compartiment de la batterie. Donc, l'hiver, c'est bien, c'est pratique, ça chauffe la main. Mais par contre, en été, pour les cartes SD, je me demande si c'est vraiment très bon. Alors, la molette secondaire, c'est-à-dire celle qui est devant, est plutôt assez dure à trouver. Le bouton AE Lock, qui a le mérite d'exister, affleure sa cage, alors que bon, sur les autres boîtiers Nikon, eh bien, le bouton AE Lock est légèrement bombé et donc relativement très préhensible au niveau de la prise de vue. Alors sachant que sur les Z6 et Z7, le bouton AE Lock a disparu, hein. Ça aussi il faut le savoir, c'est pas forcément top. Hein. Alors la molette principale, je dirais que lorsqu'on a une courroie, moi je l'utilise sans courroie, j'utilise sur un petit trépied qui est sympathique, il y a un risque que bon, la molette puisse bouger avec le frottement de la courroie, à voir, à l'usage. En tout cas, elle tombe bien sous la main. Bon, c'est l'essentiel. On a droit à un petit bossage aussi pour le pouce. C'est bien. La poignée est relativement... excusez-moi, là je passe du côté positif, mais bon, il faut bien que je dise un peu plus de positif que de négatif sur ce petit boîtier. Le bossage de la poignée est relativement bien fait. On l'a bien en main, malgré que l'appareil soit petit. Côté négatif, j'allais dire qu'il n'y a pas de poignée d'alimentation supplémentaire. Là, on est contraint d'utiliser le boîtier tel qu'il est, sans avoir de batterie supplémentaire, alors que la batterie ne dure pas non plus des heures et des heures. Si j'ai bien compris, en mode vidéo ou en mode prise de vue, la batterie dure 220 photos. Ce qui n'est pas énorme de mon point de vue. Bien, je vais passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir les réglages à faire pour bien gérer son Z50. Pour ceux qui se contenteraient de ce bout de vidéo, eh bien écoutez mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire abonner et de vous abonner vous-même. Et je vous dis à très vite. Pour les autres... suivez-moi. Alors les amis, nous allons passer à la revue des menus de ce petit boîtier. Alors le menu triangle, j'allais dire, il n'y a pas grand chose à en dire. Le menu appareil photo, là il y a plus de choses. Alors on peut réinitialiser ces menus. Le nom du fichier, eh bien on peut choisir son menu à la main. OK. On peut choisir sa zone d'image. 24-36, enfin 24-16, 16-16 ou le 16/9 au choix. On va laisser en DX. Hein. La qualité de l'image en photo, je préconise toujours les nefs, parce que effectivement le brut, il y a toujours plus d'informations que dans un JPEG. Mais enfin bon, on a toute une kyrielle de possibilités. Hein. Voilà. La taille de l'image, large si possible, mais là encore on peut choisir la taille de sa photo.
Directement sorti d'usine, il est en 14 bits, ça c'est bien. On a le choix entre 12 et 14, mais 14 c'est parfait. La sensibilité, eh bien, vu qu'il monte très haut, on peut mettre 1600 ISO sans problème, voire 3200, c'est pas un souci. Alors, je vous ferai voir un réglage vers la fin pour passer pour enlever ces fameux ISO auto. Parce que ça c'est un peu gonflant. Alors, on continue. Balance des blancs. Alors, on choisit ce que l'on veut, hein. Ensoleillé, nuageux, etc., etc. Quand on est dehors, j'estime que bon, on met soleil et puis point à la ligne. Quand on est à l'intérieur, tout dépend de l'éclairage que l'on peut avoir. Mais bon, soit on est en tungstène ou Dieu sait quoi. Là, on peut régler le gamma. Voilà, je vous passe les détails. J'évite. Ensuite, le picture control, bon, ben ça là aussi c'est pour ceux qui sont un peu plus évolués. L'espace colorimétrique Adobe, au lieu de rouge vert bleu normal, eh bien on se met en Adobe. Le daylighting actif, on va mettre normal. Voilà. La réduction du bruit, ben oui, ok, hein, activé. La réduction des ISO hautes, ben on va mettre normal, hein. Bah ouais, tac. Vignettage aussi, d'état normal, donc je vous passe les détails hein, de comment on y va, et puis point la ligne, vous rectifiez ou pas. Réduction des scintillements, bah oui, pourquoi pas. La mesure matricielle sur ce type de petit boîtier, ouais, ça va très bien. Sinon, on peut choisir entre centrale, spot et haute lumière pondérée. Ça, c'est cool, c'est un plus par rapport à mon D750 par exemple. Contrôle du flash TTL. Bien évidemment, on peut choisir hein, manuel ou TTL. On est en TTL, restons-y. Mode de déclenchement, eh bien, vue par vue, etc. Bon, là, comme je suis en train de le tester, je suis plutôt en vue par vue. La mise au point AFA, c'est la sélection du mode AF en continu, et c'est ce qui permet d'avoir le suivi de l'œil. La zone AF, on choisit, ou alors on se met en zone automatique, et là on a le suivi de l'œil, sinon c'est pas possible. VR optique, oui. Bracketing automatique, pourquoi pas, avec un coefficient de 1, mais on peut éventuellement diminuer, voilà. L'intervallomètre, ça c'est pour faire des timelapses. Donc on passe le détail. Nous avons fini, donc nous allons passer au mode vidéo. Le mode vidéo, on a réinitialisé son menu si on l'a déjà préparé un petit peu. Le nom du fichier, c'est pareil, on peut choisir le nom de son fichier. On va faire pareil. Je vais faire M, L et V pour vidéo. Voilà. La cadence d'image, eh bien, là, je suis en 1080. Donc, eh ben, on va passer allègrement en 4K. Voilà. Type de vidéo, MOV ou MP4. Moi j'ai choisi MOV, c'est plus facile. C'est bien lisible par tous. Donc allez. La sensibilité, réglage de la sensibilité. Donc là, on peut choisir sa sensibilité. J'ai mis 6400 pour l'exemple. Hein.
Le réglage de la sensibilité en mode manuel, non. La sensibilité manuelle à 400, limitée à 400, par exemple. Hein. La balance des blancs auto, puisque bon, je vais faire de la vidéo, donc je me mets en automatique. Le picture control, bah, je vous passe le détail, hein, delacting actif, etc., etc. On passe au menu crayon. Là, le menu crayon, je ne sais pas si je vais vous le détailler. C'est exactement le même que sur tous les Nikon. Hein. Donc, l'autofocus, là c'est sur toute la zone. Mise au point, déclenchement après mise au point ou déclenchement tout court. Donc moi j'ai préféré la mise au point, bien évidemment, pour avoir quelque chose de net. Détection des yeux, eh ben oui, hein, détection des yeux activée. Toc. Alors il y a visage, vous avez vu, il y a plusieurs possibilités. L'AF, ben, sur toute la totalité, de 373 je crois. Activation de l'AF, oui, bah oui. Rotation du point AF, etc. Bon, bah là, vous connaissez, c'est un grand classique. La possibilité d'avoir un pondéré central sur 8 mm. Là, il n'y a pas trop le choix. Hein. C'est soit sur un fond gris AVS moyenne, c'est sur un gris moyen, sur tout le boîtier. Enfin, sur tout le capteur. Comme vous avez pu le voir, je ne vous ai pas fait le détail de toutes les commandes, sachant que vous pouvez toujours aller voir la vidéo numéro 10 où j'indique étape par étape toutes les commandes à régler. Ici, pour enlever ISO auto, il faut simplement appuyer sur le bouton ISO et tourner la molette secondaire, c'est-à-dire celle qui est devant, pour enlever ISO auto. Voilà, c'est super important et là je pense que Nikon a merdé parce que c'est indiqué nulle part dans le mode d'emploi et on a pu trouver, ma compagne et moi, le réglage sur le site de Nikon. J'allais dire que je ne sais pas combien d'utilisateurs de boîtiers du Z50 iront l'idée d'aller chercher la réponse sur le site de Nikon, mais en tout cas, je pense que c'est pas très futé, c'est pas très malin de la part de Nikon d'avoir occulté ce réglage principal du triangle d'exposition, à savoir les ISO, diaphragme et vitesse. Si on ne peut pas changer les ISO, que ça se fait automatiquement sans qu'on ait un quelconque contrôle de ce réglage, de ce paramètre, je pense que c'est pas très malin du tout. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si elle est un peu longue, je vais la couper, je ferai 2 morceaux, une entière et une qui s'arrêtera à la présentation générale de ce Z50. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Merci à vous de votre écoute.